Bonjour, c'est Ezobook et aujourd'hui nous allons parler du changement climatique. Dernièrement, il y a eu un article repris par Terre Nouvelle, donc je vous invite à aller sur leur site pour le lire. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des articles de journaux. Le titre l'hiver 2013-2014 sera très froid, quelque chose comme il n'a jamais fait aussi froid depuis 100 ans, etc., etc. Donc un article avec un chiffre rond, facile à retenir, donc qui cherche le scoop, le buzz. Si c'est facile à retenir, c'est facile à répéter. Donc à l'origine de ça, il y a eu un météorologiste allemand qui a dit que l'hiver en Europe 2013-2014 serait plutôt froid. Et puis il y a un célèbre météorologiste américain qui lui a surenchéri en disant qu'il serait très très froid. Alors évidemment il n'en faut pas plus pour déclencher les passions et puis amplifier et donc toujours créer davantage de peur, d'angoisse. Alors est-ce que ça sert les objectifs de certains? J'ai eu peur finalement que on se retrouve avec un fake gigantesque de la hauteur de ce qu'on a pu voir l'hiver dernier avec le Bugarach le 21 décembre 2012. Donc j'ai cherché à comprendre par moi-même, à vérifier. J'étais prêt à répéter l'information et puis je me suis dit mais bon sang, il serait quand même mieux de vérifier l'origine. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui permet d'avancer une thèse pareille? Voilà, et donc ça fait plusieurs jours, ça fait bien une semaine maintenant que j'étudie ce mécanisme de la météo pour essayer de comprendre, de faire la part des choses, et comprendre par moi-même plutôt que de répéter bêtement. Alors pour faire simple, on va dire qu'il y a deux camps. Un camp dans lequel il va y avoir donc les spécialistes qui réunit 830 scientifiques qui s'appelle donc le GIEC, qui transmet des rapports sur le réchauffement de la planète. Et donc ils ont donné dernièrement un préavis sur le futur rapport qu'ils vont apporter en février 2014. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est tout simplement que l'homme est responsable à 95% du réchauffement climatique, que la mer va augmenter de 1 mètre d'ici 2100 et le réchauffement pourrait monter de 2 à 6 degrés d'ici 2100. Une des choses parfaitement irréfutables pour eux, qui n'est pas envisageable de remettre en cause, c'est que le CO2 serait entièrement responsable du réchauffement climatique. Et il y a donc l'autre camp, dont font partie d'éminents scientifiques, puisque le GIEC ne fait finalement eux que rassembler certains éléments qui pourraient les arranger, eux et leurs commanditaires. Je vais essayer de ne pas avoir de parti pris et de simplement parler des deux camps. Alors le camp adverse au GIEC pense que le CO2 bien sûr augmente avec forcément l'industrialisation, mais n'est pas du tout responsable du réchauffement climatique. Ah. Incroyable. Et visiblement, dès qu'on commence à aller sur ce terrain-là, on se rend compte que ça dérange beaucoup de personnes, un petit peu quand on remet
en cause certains fondements d'une religion où on a donc des personnes qui vont avoir une réaction épidermique et de rejet absolu. Pourtant, l'esprit scientifique, il est de rester calme, froid et d'analyser les choses telles que les programmes mathématiques nous les font comprendre, même si ces programmes, ces modèles informatiques datent déjà de 20 ans et ne recouvrent pas l'ensemble des paramètres nous permettant d'avoir une idée claire sur le sujet. Alors si le CO2 n'est pas responsable du changement climatique ou du réchauffement de la planète, d'où est-ce que ça vient? Alors pour eux, ça viendrait essentiellement donc du Soleil. Le Soleil a un cycle de 11 ans et donc il y a une période d'activité forte et aussi des périodes d'activité beaucoup plus restreintes. Tout cela se calcule par le nombre de taches solaires et qu'aujourd'hui la météo ne prend pas en compte. Il y a eu déjà des paris de réaliser entre un météorologiste qui s'appuyait sur le nombre de taches solaires pour prévoir le temps et systématiquement il était toujours beaucoup plus précis que certains organismes officiels comme par exemple Météo France. Alors par rapport à ce futur hiver, les personnes qui avancent cette thèse comme quoi il serait le plus froid depuis 100 ans se basent essentiellement sur deux choses, sur ces fameuses taches solaires et également sur les mouvements marins. Un courant marin froid va forcément orienter les courants d'air dans l'atmosphère et qui vont ensuite se répercuter sur les prairies pour provoquer les précipitations ou les anticyclones. En ce qui concerne la fonte des glaces, donc si on parle de l'Arctique, qui est essentiellement de la banquise, c'est-à-dire de l'eau de mer glacée, il faut savoir que systématiquement elles fond tous les étés et se reforment tous les hivers. Alors tous les étés il en reste toujours un petit peu et la surface qu'il reste est de moins en moins grande. Contrairement à l'Antarctique qui est essentiellement un glacier donc c'est une terre en altitude faite essentiellement d'eau douce. Et il s'avère que la superficie de l'Antarctique, elle, au contraire, augmente. Alors pourquoi elle augmente? Il faut distinguer deux choses. C'est la superficie et la profondeur, le volume. Dans l'Antarctique, même si elle s'expanse en diamètre, elle ne s'expanse pas dans la même proportion au niveau de la profondeur. Puisque l'eau de mer étant plus chaude fait fondre en effet les glaciers d'eau douce et il faut savoir que l'eau douce va rester en surface par rapport à l'eau de mer salée et donc favoriser justement ce phénomène de glaciation sur la surface. Personne ne peut remettre en cause que l'augmentation de la température depuis 15 ans est une supercherie. Alors aujourd'hui, comme le GIEC ne peut plus le remettre en cause puisqu'il a été maintes et maintes fois prouvé par de grands spécialistes, ils disent que cette pause n'est que momentanée et que le réchauffement va reprendre. Alors pour comprendre le phénomène du réchauffement de la planète, il y a bien entendu donc l'effet de serre et le phénomène le plus important qui est donc l'albédo. Qu'est-ce que l'effet de serre? C'est simplement donc le rayonnement du soleil qui arrive sur la Terre et puis qui est renvoyé sous forme d'UV, les UVA, les UVB, qui eux ne peuvent pas retraverser la stratosphère
et donc reste bloqué, permettant justement de conserver du CO2 et permettre la végétation, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de CO2 ni d'effet de serre sur la Terre, il n'y aurait pas de vie tout simplement. Le phénomène d'albédo, lui, c'est la réfraction ou l'absorption. C'est-à-dire que tout ce qui est une surface claire va réfléchir le rayonnement solaire vers le haut. Alors que tout ce qui est surface sombre, comme la mer, elle va l'absorber. Alors tout ce qui va repousser donc l'énergie du soleil, ça va être donc la glace, les nuages, et tout ce qui va l'absorber, ça va être la terre et la mer. Il faut savoir que notre planète est essentiellement constituée d'eau, et donc forcément emmagasine davantage de chaleur qu'elle n'en repousse. Seulement ce phénomène est évidemment exponentiel, puisque plus l'eau de la mer se réchauffe, plus la fonte des glaciers se fait, et donc la surface de l'eau augmentant, s'élargissant, continue d'emmagasiner davantage de chaleur. La température, même à l'époque où il n'y avait pas de thermomètre, les scientifiques ont réussi à les déterminer en analysant les couches des arbres, les carottes également, c'est-à-dire les grandes tiges qu'ils extraient de la banquise, dans lesquelles ces gouttelettes d'eau glacée contiennent donc une partie de l'atmosphère de l'époque, et ils arrivent à déterminer avec plus ou moins de précision la température qu'il faisait les siècles auparavant. On peut retenir qu'à l'époque médiévale, la température était bien supérieure à celle d'aujourd'hui, qu'il y a eu pendant 2 siècles, donc de 1500 à 1700, donc 16e et 18e siècle, il y a eu une période beaucoup plus froide, qu'on appelle la mini-période glaciaire. Et puis donc il y a eu l'industrialisation à partir des années 60. Donc c'est ce qu'on appelle donc pendant 30 ans les 30 glorieuses, où il y a donc juste après la Deuxième Guerre mondiale donc beaucoup de pollution, et on s'aperçoit que la température était plutôt basse. Elle a commencé à augmenter que dans les années 90, mais dans de faibles proportions. Alors que le CO2, lui, était vraiment à son paroxysme. Alors il y a un phénomène de décalage, évidemment, puisque les courbes se croisent, elles ne vont jamais dans le même sens. Alors il y en a une qui avance et l'autre qui est une conséquence. Alors la thèse officielle serait que le CO2 arrive en premier, réchauffe donc l'atmosphère petit à petit, donc sur des années de décalage. Et l'autre camp qui nous dit l'inverse, le soleil provoquant cette élévation de température va faire pousser les arbres, créer plus de condensation, de pluviométrie. Ce qui dégage le plus de CO2 est la vapeur d'eau justement, et le plancton marin. Alors le CO2 serait une conséquence de la chaleur dégagée par le soleil environ 100 ans plus tôt. Il y a d'un côté les images, les reportages sur les changements climatiques ou les tempêtes, les cyclones, etc. Et d'un autre côté, les statistiques qui nous montrent autre chose. Comme si la réalité de ce que l'on voit n'était pas prouvée scientifiquement.
Alors bien entendu, même s'il y a plus de CO2, l'homme n'en étant pas la cause principale, cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut polluer, puisqu'on respire quand même l'air, et donc si cet air est pollué, forcément au niveau des maladies, c'est pas bon pour l'homme évidemment. Alors il existe différentes solutions dans lesquelles il y a des histoires d'argent absolument colossales. Il faut savoir que le fait de sortir du pétrole, du charbon et du gaz pour partir sur des énergies vertes, celles apportées par le soleil ou le vent, déjà ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a certains pays, comme l'Afrique, qui n'y auront jamais accès. Et donc par conséquent, n'auront jamais la possibilité de s'épanouir et de s'industrialiser, c'est absolument impossible. Et il y a aussi des organismes qui n'ont rien à voir avec l'État, ce sont des sociétés privées qui, un petit peu comme le permis à points, vont donner des points à ceux qui ont le droit, ça s'appelle des points carbone, à ceux qui ont donc le droit de polluer. C'est-à-dire que si on donne un nombre de points à une société, elle pourra consommer ces points proportionnellement à son dégagement de CO2 pour sa productivité. Cependant, elle aura, comme nous avons la possibilité de nous racheter des points pour notre permis voiture, la possibilité également de se racheter des points carbone pour pouvoir continuer de polluer en toute impunité, de manière tout à fait autorisée et légale. Alors la solution pour le GIEC serait donc de venir à cette émission de CO2 toujours plus basse, donc d'apporter toujours plus d'impôts, des taxes aux entreprises qui consomment, aux gens qui roulent avec des véhicules à essence ou diesel. Donc c'est la punition. Aussi quelque chose de beaucoup plus efficace aujourd'hui, qui a déjà été mis en place depuis les années 90, donc ça fait près de 20 ans que ça existe, que c'est réel, alors que pour le moment la géo-ingénierie n'est que dans le domaine du fantasme officiellement et serait à l'étude, mais la géo-ingénierie est déjà maîtrisée depuis longtemps par les Chinois et ils peuvent maîtriser le temps, pas pour tout, mais c'est très facile pour eux de faire neiger par exemple en envoyant donc des particules de métaux lourds dans certaines couches de la stratosphère. C'est pas quelque chose qui est caché pour eux, mais c'est parfaitement tabou pour nous. La géo-ingénierie est utilisée dans les avions de ligne, c'est-à-dire que dans beaucoup, pas dans tous, dans ces avions-là, il y a des bonbonnes, des citernes même, qui à certaines heures de la journée, vous pouvez le remarquer en levant le nez au ciel, entre 11h et 13h, au moment où on a finalement le nez dans notre assiette, eh bien, vont dégager des particules. Un avion de ligne passe, il y a toujours un mouvement d'air, il y a ces fameuses traînées blanches qui restent environ 30 secondes, c'est parfaitement normal. Par contre, ces traînées-là, si elles sont persistantes et se dispersent, se diffusent petit à petit pendant près de 3 heures, 4 heures, ça n'a rien de naturel. Il vaporise donc des particules de barium, d'aluminium, de dioxyde de soufre. Cette surface blanche va justement permettre d'augmenter le phénomène d'albédo et donc de refroidir la planète. Par contre, si cette chose, parfaitement hors la loi, crée bien un refroidissement, il n'engendre pas pour autant de pluie. Et
malheureusement, on peut s'apercevoir qu'il y a au niveau de certains pays une pluviométrie en berne, et donc cela provoque évidemment une désertification, une sécheresse, et donc la mort du bétail et l'impossibilité totale de pouvoir cultiver le sol. Disons qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pour ces personnes très haut placées qui prennent ce genre de décision sans notre consentement, eh bien, ils prennent des décisions radicales pour faire le bien, puisque même si ces métaux lourds restent beaucoup plus longtemps dans l'atmosphère que le CO2, eh bien, il y a des conséquences qui, à l'avenir, pourraient être plus graves que le réchauffement de la planète. Le changement chimique de l'atmosphère pourrait engendrer des phénomènes comme la modification, oui, la modification de la couleur du ciel. Alors aujourd'hui, posez-vous la question, combien seriez-vous prêt à mettre pour pouvoir conserver le bleu du ciel? Ce bleu auquel vous êtes habitué, eh bien, vous pensez que c'est quelque chose qui est acquis et qui ne pourrait pas changer? Eh bien, si dans un siècle, il est rose ou orange, à la limite, c'est peut-être pas votre problème, mais si cela arrivait dans 20 ans, combien seriez-vous prêt à mettre pour garder le ciel bleu? Voilà, posez-vous la question. C'est intéressant d'y réfléchir, tout simplement. Là où c'est dérangeant, c'est que des personnes qui crient au scandale pour la pollution vont être également les mêmes personnes qui vont vaporiser des métaux lourds dans l'atmosphère. Donc on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne tient pas debout, donc quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Et si la gestion du temps et donc des ressources alimentaires de la planète est entre les mains de certaines personnes qui ne savent pas ce qu'elles font, là en effet il pourrait y avoir des petits soucis. Est-ce que cet hiver sera le plus froid depuis 100 ans? Météo France ne confirme pas ça, au contraire, ça sera un hiver plutôt doux. Mais à partir de janvier-février, en effet, un petit peu plus rude. Donc il faut savoir que avoir une estimation du temps au-delà d'un mois fait descendre ces statistiques à 50% de réussite, c'est-à-dire une chance sur deux, c'est-à-dire nulle. En tant que survivaliste, il est bien de se préparer, mais je mettrai quand même des guillemets sur tout ce phénomène de peur, d'angoisse, pour simplement apporter des solutions qui ne coûtent pas cher et qui permettent de se prévenir d'un éventuel hiver plus rude que d'habitude, c'est-à-dire en passant par l'isolation de votre maison. Quelques-uns d'entre nous sont encore avec des fenêtres, vieilles fenêtres bois simple vitrage. Alors pour 3 francs 6 sous, vous pouvez incorporer vous-même du survitrage. Vous allez dans un magasin de grande surface qui vont vous découper donc selon les dimensions de vos vitres, et donc quelque chose que vous pourrez apposer du côté intérieur. Isoler les combles, c'est aussi peut-être une des choses les plus importantes. Si vous avez encore des vieux rouleaux de laine de verre, eh bien s'ils ont plus de 20 ans, il est bien de les retirer et d'y mettre à la place un isolant quelconque soufflé, donc sur 35 cm dans vos combles perdus. Alors pour ceux qui souhaiteraient réaliser les travaux, tant que la TVA n'est pas encore passée à 10%, sachez que vous pouvez avoir des variations de prix
qui sont absolument gigantesques, allant du simple au triple. Alors un conseil, j'en ai vendu pendant près de 7 ans. Ne dépassez pas 30 € du mètre carré. Voilà. Quelques provisions. Ayez plusieurs sources de chauffage, que ce soit du bois ou électrique, ou même un petit radiateur à pétrole d'appoint. Ayez plusieurs cordes à votre arc. Et puis surtout, faites des réserves d'eau, puisque en général, quand l'hiver est très rude, les canalisations gèlent, et ne serait-ce que pour tirer la chasse d'eau, ça devient très compliqué. Ensuite, quand les routes sont complètement gelées et que les villes étant à sec financièrement n'ont de moins en moins les moyens de saler les routes, eh bien les camions ne pouvant pas rouler ne seraient plus en mesure d'approvisionner donc les grandes surfaces. Alors écoutez, voilà, je voulais rester sur une note optimiste. Et je vous invite donc à vous renseigner sur ces phénomènes du réchauffement climatique et de vous faire votre propre opinion. J'espère que je n'aurai pas heurté la sensibilité de certains d'entre vous qui sont en général très proches de la nature. C'est donc par une tempête de vent que je vais vous laisser. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!